Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Quartier Latin. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un grand classique de la littérature américaine, The Age of Innocence, le temps de l'innocence. Le temps de l'innocence, en anglais The Age of Innocence, c'est un roman d'Edith Wharton publié en 1920 et qui se déroule dans la haute société new-yorkaise de la fin du 19e siècle. C'est donc en quelque sorte un roman historique. Edith Wharton revient sur un temps qu'elle a connu mais qui appartient au passé et son recul lui permet de juger cette époque, de la disséquer, de la faire contraster avec le présent, souvent avec un ton d'accusation mais parfois avec nostalgie. L'œuvre dépeint la rigidité des conventions sociales de cette fin du 19e siècle et les contraintes que ces conventions imposent aux individus, en particulier en matière de relations amoureuses. Alors, comme d'habitude, je vous propose de commencer par le résumé et je glisserai quelques moments d'analyse en déroulant l'intrigue. C'est parti! Au début du roman, nous sommes dans les années 1870 à New York. L'Incipit se déroule à l'Académie de musique lors d'une représentation de Faust de Gounod. Cela donne le ton. Pourquoi allez-vous me dire? Eh bien parce que dans le roman, le théâtre est un thème très important. Il y a comme une mise en abîme. New York en lui-même constitue un théâtre. Ou plutôt le vieux New York dont il est question dans le roman, est peuplé d'individus qui jouent toujours un rôle, qui sont en représentation, essaient de se conformer à l'étiquette par exemple. Ils sont ainsi eux-mêmes comme des personnages de théâtre. Faust, tout le monde connaît l'histoire, c'est le personnage qui fait un pacte avec le diable, un vieux savant qui vend son âme pour retrouver sa jeunesse et séduire une certaine Marguerite, une jeune fille pure, innocente et belle. Bref, cet opéra est assez symbolique et on aura l'occasion d'en reparler dans l'analyse. Il y a ici une mise en abîme. Faust, c'est un peu Newland Archer et Marguerite, c'est May Welland. Dans ce roman, c'est programmatique, on va voir que Newland vend un peu son âme en cherchant à épouser May et qu'il est comme un deuxième Faust. Mais je ne veux pas trop vous spoiler dès le début de cette vidéo si vous ne connaissez pas l'intrigue. Alors, qui sont justement Newland Archer et May Welland, ces deux personnages dont je viens de vous parler? J'y viens. Ce sont les personnages principaux du roman et ils assistent en cette incipit à la représentation de Faust. Le personnage principal, c'est Newland Archer, un gentleman riche de la haute société new-yorkaise. Et sa fiancée, May Welland, est également présente à la représentation de Faust, même s'ils ne sont pas assis à côté, puisqu'ils n'ont pas encore annoncé leur fiançailles. May Welland est dans la loge de sa grand-mère, Mrs. Manson Mingott. Bon, dès l'Incipit, le thème de l'innocence, annoncé par le titre, est déjà bien développé. Voyez-vous, l'innocence, c'est clairement la qualité principale de May Welland. D'ailleurs, c'est symboliquement très prégnant dans le texte. On nous dit dès l'Incipit qu'elle est vêtue de blanc, qu'elle tient un bouquet de fleurs blanches, de muguet. Elle incarne l'innocence. Si c'est une jeune fille innocente pure, c'est aussi dans le sens où elle n'a aucune expérience sexuelle, aucune connaissance à ce sujet. C'est une jeune fille de bonne famille qu'on laisse dans l'ignorance. La plume d'Edith Wharton est d'emblée féroce, on a accès aux pensées de Newland Archer, qui est un peu condescendant et fait preuve d'un orgueil un peu narcissique en imaginant la nuit de noces, alors que May ne comprend pas les sous-entendus sexuels dans la scène, dans la représentation de Faust. Lisons. L'adorable enfant, pensa Newland Archer, son regard revenant vers la jeune fille au muguet. Mais elle ne se doute même pas de ce que cela veut dire. Et il contempla le joli visage pensif avec un frémissement où l'orgueil de son initiation masculine se mêlait à un tendre respect pour la pureté profonde de la jeune fille. Nous lirons Faust ensemble au bord des lacs italiens, se dit-il, les scènes de sa future lune de miel se confondant vaguement dans sa pensée avec les chefs-d'œuvre de la littérature que son privilège d'époux lui réservait de révéler à sa jeune femme. Alors c'est vrai, durant les premières pages, on ne l'aime pas trop, Newland Archer, parce qu'il y a clairement un double standard, pour reprendre des termes à la mode aujourd'hui. Newland pense avec condescendance à la pureté de sa fiancée alors que lui-même n'est pas pur du tout. Mais comme c'est un homme, ça n'est pas grave. D'ailleurs, il repense aussitôt à son ancienne maîtresse, qui n'était pas pure du tout. Et il se dit qu'il ne tolérerait pas ce genre d'impureté chez sa future femme. Lisons. Chez la compagne de sa vie, il n'admettait naturellement aucune faiblesse semblable. Bon, c'est pas très original, on connaît la rengaine. Les femmes impures font de bonnes maîtresses, mais on ne les épouse pas. Newland Archer a un passé, il a eu des aventures, mais c'est un homme dont il n'est pas jugé avec la même grille de lecture que pour les femmes, bien sûr. Bon, cet incipit pourrait paraître un peu manichéen. Les femmes pures d'un côté, les femmes impures de l'autre, et les hommes échappant à la classification.
Mais c'est sans compter l'arrivée d'un troisième personnage plus ambigu, Hélène Olenska, la cousine de May, assise à côté d'elle dans la loge de leur grand-mère. Voyez-vous, Hélène Olenska n'est pas une jeune fille innocente, ou plutôt elle ne l'est plus. Hélène Olenska est devenue une femme scandaleuse puisqu'elle a fait son grand retour à New York après avoir quitté son mari à Paris. Oui, vous m'avez bien entendu, elle a osé quitter son mari. Quel scandale en ce début des années 1870. Hélène est une jeune fille de bonne famille, une fille bien comme il faut, qui a mal tourné et qui a fait une chose improbable, réprouvée par la société. Alors ça n'est pas une femme innocente, mais ça n'est pas encore vraiment une femme paria ou une femme impure pour parler en antonyme. Il n'est pas question ici d'un amant, elle a pour l'instant simplement quitté son mari. Mais cela fait d'elle une brebis galeuse. C'est scandaleux de la voir apparaître ainsi à l'opéra parmi la haute société, parmi les gens bien comme il faut. C'est ce que pense Newland Archer, qui est d'ailleurs le parfait représentant du bon ton et de l'étiquette, le parfait représentant du vieux New York. Alors ici, je voudrais m'arrêter sur l'écriture d'Edith Wharton. Elle a choisi une narration omnisciente à la troisième personne avec des discours indirects libres répétés où l'on accède aux pensées de Newland Archer dans tout le roman, seulement à ses pensées. On peut ainsi qualifier cela de stream of consciousness, une technique narrative emblématique de la période où écrit Wharton. Ce focus sur Newland Archer, il est intéressant car pendant tout le roman, on a accès à l'évolution de ses pensées et de ses opinions, notamment en matière de féminisme. Au début du roman, on l'a vu, il a des idées un peu étriquées, il est le miroir de la société guindée dans laquelle il évolue, le vieux New York. Alors on peut lire un extrait. « Non, vraiment, personne n'aurait pu supposer que les Mingottes oseraient cela. Ils l'avaient osé cependant, ce n'était que trop évident. Les propos échangés à voix basse dans la loge derrière lui ne laissaient subsister aucun doute. La jeune femme était la cousine de May, cette cousine dont on parlait toujours dans la famille comme de la pauvre Hélène Olenska. Archer savait qu'elle venait d'arriver inopinément d'Europe. Même Miss Welland lui avait dit, et il ne l'en avait pas blâmé, qu'elle était allée voir la pauvre Hélène, qui était descendue chez la vieille Mrs. Mingott. Archer approuvait entièrement la solidarité de famille et admirait chez les Mingott le courage qu'ils montraient à défendre les quelques brebis galeuses que leur souche irréprochable avait produites. Dans le cœur du jeune homme, il n'y avait place pour aucun sentiment mesquin ou malveillant, et il lui plaisait que sa future compagne ne fût pas empêchée par une fausse pruderie de témoigner de la sympathie, dans l'intimité, à sa cousine malheureuse. Mais recevoir la comtesse Olenska en famille était bien autre chose que la produire en public, et surtout à l'opéra, à côté de la jeune fille qu'il devait épouser, comme tout New York l'apprendrait le lendemain. On le voit, Newland Archer est scandalisé, mais des intérêts personnels entrent en jeu. L'opprobre est jeté dans la famille de sa fiancée, la famille de May, et Newland agit alors en défenseur de May. May et Newland vont annoncer leur fiançailles plus tôt que prévu, au sortir même de l'opéra, afin de joindre dans cette crise les deux familles, celle de May et celle de Newland Archer, qui ne peut plus reculer. On peut lire « Tout à coup, Newland Archer se sentit amené à une action décisive. Son désir d'être le premier à entrer dans la loge de Mrs. Welland, de proclamer publiquement ses fiançailles avec May et de la soutenir au milieu des difficultés, quelles qu'elles fussent, où la situation compromise de sa cousine pouvait la jeter, mit fin d'un seul coup à ses scrupules et à ses hésitations. » Le lendemain est consacré au cérémonial des fiançailles. La famille d'Archer visite celle de May. Tout le monde est ravi de voir qu'Hélène Olenska, la scandaleuse brebis galeuse, est absente. Mais voilà qu'elle apparaît, accompagnée de Julius Beaufort, un riche banquier coureur de jupons qu'elle a croisé en chemin. Tout le monde bavarde, et au moment de se quitter, Hélène Olenska formule une singulière invitation à Archer. « Venez me voir un jour, dit-elle en s'adressant brusquement à Archer. » Naturellement, tout le monde est surpris de l'attitude désinvolte d'Hélène qui accumule les faux pas. Lisons. Archer savait que Mrs. Welland pensait « C'est une erreur qu'Hélène commet de se promener le lendemain de son arrivée avec Julius Beaufort dans la 5e avenue à l'heure de la foule élégante. » Et le jeune homme lui-même ajoutait mentalement « Elle devrait savoir qu'un fiancé ne passe pas son temps chez les dames. » Le lendemain soir, chapitre 5, le vieux Sillerton Jackson vient dîner chez les Archer, avec Newland Archer, sa mère et sa sœur. Le vieux Sillerton Jackson, c'est celui qu'on invite quand on veut les ragots, quand on est curieux et qu'on veut disséquer ce qui se passe dans la petite communauté du vieux New York. Bref, évidemment, il parle d'Hélène Olenska. Alors tout d'abord, ça peut vous étonner, mais il parle surtout de vêtements. Ce qui a particulièrement choqué le vieux New York à l'opéra, c'est qu'Hélène portait, je cite, une robe de velours foncé sans garniture. Et Mrs. Archer ajoute « Qu'attendre d'une jeune fille à qui l'on a permis de porter une robe de satin noir le soir de son premier bal ?»
Dans tout le roman, les vêtements vont avoir leur importance. Et vous êtes des lecteurs malins, donc vous vous arrêtez pour réfléchir 2 secondes. Hélène est vêtue de noir, c'est une couleur très stricte qui ne sied pas à un bal où tout le monde porte des couleurs. Donc elle détonne dans cet univers, elle est bien excentrique, marginale, en marge de la communauté. Mais on peut aller plus loin. Si le vieux New York juge les individus sur leurs habits, cela montre aussi son côté superficiel. Dans le monde du vieux New York, tout n'est qu'apparence. Enfin, et là on en revient au côté un peu manichéen de l'Incipit, rappelez-vous, May est vêtue de blanc à l'opéra, et elle a même des fleurs blanches du muguet. Si Hélène est en noir, c'est tout symbolique. Elle apparaît bien comme l'exact opposé de la blanche innocence. Hélène est donc coupable, May est pure, Hélène est impure. D'ailleurs, le vieux Sillerton, celui qui possède tous les ragots, explique à table qu'Hélène est bien coupable. Elle aurait peut-être eu un amant. C'est le secrétaire de son mari qui l'a aidé à s'enfuir, et somme toute, on peut suspecter quelque intrigue avec le secrétaire. Mais là, surprise, Newland va se mettre à défendre Hélène. Lisons. On dit, n'est-ce pas, que le secrétaire l'a aidé à quitter son buteur de mari, qui la tenait, pour ainsi dire, prisonnière. Eh bien, après, j'espère qu'il n'y a pas un homme parmi nous qui n'en ferait autant. Puis, il paraît qu'elle a demandé le divorce, dit Janet, la sœur de Newland, audacieuse. J'espère qu'elle l'obtiendra, fit Archer. Le mot était tombé comme une bombe dans la paisible salle à manger. Après le dîner, ils reparlent de cette histoire de mœurs. Hélène avait-elle une liaison avec le secrétaire? Mr. Jackson la pense coupable. Lisons. Vous prétendez que le secrétaire l'a simplement aidé à s'enfuir? Mon cher, c'est entendu, mais il y aidait encore 1 an plus tard, car quelqu'un les a rencontrés vivant ensemble à Lausanne. Vivant ensemble? Eh bien, pourquoi pas? Qui a le droit de refaire sa vie si ce n'est elle? Je suis écœurée de l'hypocrisie qui veut enterrer vivante une jeune femme parce que son mari lui préfère des cocottes. Il se retourna avec colère, allumant son cigare. Les femmes devraient être libres, aussi libres que nous le sommes, déclara-t-il, faisant une découverte dont il ne pouvait dans son irritation mesurer les redoutables conséquences. Vous le voyez, Newland évolue vite. Le texte dit qu'il fait une découverte. Les femmes devraient être libres. Mais c'est plus compliqué que cela. Le soir, alors qu'il est prêt à aller se coucher, Newland Archer repense à ce qu'il a dit. Il est lucide, il sait bien que c'était une parole en l'air. Oui, évidemment que les femmes devraient être libres, mais il n'y a que les femmes de mauvaises mœurs qui veulent être libres. Donc c'est un peu facile pour Newland Archer de dire cela. Les femmes de bonne famille, les femmes pures, n'exerceront jamais cette liberté qu'on leur donne, donc ça ne coûte pas grand-chose de la leur donner. Elles ne l'accepteront pas, cette liberté, puisque cette liberté est outrageante. Et au fond de lui, Newland veut bien accorder aux femmes leur liberté, mais pourvu que ces femmes ne comprennent pas la sienne. Newland veut épouser une femme pure, donc une femme qui n'est pas libre, qui n'a rien vécu et qui lui sera soumise. Les autres femmes peuvent être impures, mais pas la sienne, donc c'est assez hypocrite. Lisons. Le cas de la comtesse Olenska avait troublé en lui de vieilles conventions traditionnelles. Son exclamation « Les femmes doivent être libres, aussi libres que nous » avait touché la racine d'un problème considéré dans son monde comme inexistant. Il savait que les femmes bien élevées, si lésées qu'elles fussent dans tous leurs droits, ne revendiqueraient jamais le genre de liberté auquel il faisait allusion. Et les hommes se trouvaient, dans la chaleur de l'argumentation, d'autant plus disposés à la leur accorder. De telles générosités verbales n'étaient qu'un plaisant déguisement des inexorables conventions qui réglementaient le milieu où ils vivaient. Néanmoins, il serait tenu à défendre, chez la cousine de sa fiancée, une liberté que jamais il n'accorderait à sa femme, si un jour elle venait à la revendiquer. Au chapitre suivant, la famille de May tente d'organiser un dîner pour faciliter l'intégration d'Hélène dans la communauté. Mais tout le monde refuse l'invitation. Personne ne veut dîner avec la brebis galeuse. Alors pour venir en aide à Hélène, Newland Archer demande à sa mère de faire jouer ses relations, d'appeler sa cousine Louisa, l'épouse de Henry van der Weyden, qui occupe le sommet de la hiérarchie sociale en raison de sa lignée aristocratique. On l'appelle d'ailleurs le patroon. Le vieux couple van der Leyen décide de convier Hélène à l'un de leurs dîners afin d'aider cette jeune fille qui, après tout, fait presque partie de la famille. Mais Hélène ne sait toujours pas se conformer aux règles, au protocole social. Après le dîner, d'elle-même, elle décide d'aller s'asseoir à côté de Newland Archer. Quel scandale! Lisons. L'étiquette à New York voulait qu'une dame attendie, immobile comme une idole, c'était aux hommes à se succéder à ses côtés. Bref, Hélène va s'asseoir à côté de Newland Archer et ils commencent à discuter. Hélène dit par exemple qu'elle trouve le duc très ennuyeux et Newland trouve incroyable une telle audacité. Et en même temps, c'est la vérité.
Newland est charmé par Hélène, cette fille marginale qui lui permet de considérer d'un œil nouveau la communauté dans laquelle il vit. Curieuse, Hélène veut que Newland Archer lui parle de son histoire d'amour avec May. Lisons. Alors, c'est réellement et sincèrement un roman ? Le plus romanesque des romans. Voilà qui est délicieux. Et vous avez trouvé cela vous deux tout seuls ? Ce n'est pas un arrangement qu'on a fait pour vous ? Archer la regarda avec stupeur. Avez-vous oublié qu'en Amérique nous arrangeons nos mariages nous-mêmes ? Elle rougit violemment et Newland regretta ses paroles. Oui, répondit-elle, j'avais oublié. Il faut m'excuser, je ne me rappelle pas toujours que les mariages, si affreux là d'où je viens, sont beaux et purs ici. Alors, évidemment, ce passage est empli d'ironie. Ironie perceptible pour le lecteur. Les mariages beaux et purs en Amérique, c'est pas vraiment le message du roman. C'est plus l'exact opposé. Je ne veux pas vous spoiler la suite, mais le mariage de Newland et May, c'est pas forcément l'exemple d'un mariage beau et pur. La question d'Hélène sur le roman peut aussi faire sourire, puisqu'il y a ici une lecture métatextuelle évidente. Hélène est un personnage de roman qui parle de roman. Mais ici, on comprend ce qu'elle veut dire. Pour elle, l'amour, c'est comme dans les livres, c'est ce qu'elle n'a pas vécu dans le monde réel avec son mari, ce qu'elle assimile donc à de la fiction. La réponse de Newland, le plus romanesque des romans, constitue un polyptote. Roman et romanesque étant deux mots issus d'une même racine. L'emploi du superlatif, le plus romanesque, en fait aussi une hyperbole. Il y a beaucoup d'emphase. Et du coup, pour le lecteur, c'est suspect. On peut aussi y voir un contraste ironique avec la réalité. Vous le voyez en lisant ce passage, le lecteur peut être amené à se poser des questions, à remettre en cause les réponses de Newland. Qu'est-ce qui fait de Newland et de May le couple idéal ? Mis à part que May est issue d'une famille prestigieuse, les Lovell-Mingott, qui s'allierait avec sa famille tout aussi prestigieuse, on ne sait pas trop. Ainsi, l'expression « nous arrangeons nos mariages nous-mêmes » est intéressante. Il y a bien une petite idée de mariage arrangé entre bonnes familles, mais ces mariages sont arrangés par les principaux protagonistes qui sont mus par les conventions, par les attentes de la bonne société. Alors, est-ce un mariage d'amour ? Newland le pense à ce stade, mais ni lui ni May n'ont jamais vraiment brisé la glace. Ils sont purement dans le respect des conventions. Ils jouent un rôle quand ils se voient, le rôle de la jeune fille innocente et pure qui suit l'étiquette en tout point, et le rôle du fiancé dévoué. À la fin de leur discussion, Hélène invite Archer à venir la voir le lendemain à 5h chez elle. Page suivante, chapitre 9. Archer sonne donc à la porte de la maison d'Hélène dans un bizarre quartier, pour reprendre le texte, tout en bas de la 23e rue. On peut citer des petites couturières, des empailleurs d'oiseaux exotiques, des gens qui écrivaient, étaient les plus proches voisins de la comtesse Olenska. Ici, on remarque la gradation assez drôle qui fait des gens qui écrivaient les gens les plus bizarres, encore plus bizarres que les empailleurs d'oiseaux. Edith Wharton s'amuse et vous montre avec ironie la marginalisation qu'ont pu subir les écrivains dans cette société. On pourra en reparler dans l'analyse, Edith Wharton parle beaucoup des écrivains et de la littérature. En tout cas, géographiquement, Hélène est en marge du vieux New York et de la société du bon ton. C'est une servante qui parle italien, Nastasia, qui va faire rentrer Newland dans la modeste maison. Mais Hélène n'est pas encore arrivée. Elle rentre bientôt avec Julius Beaufort, le riche banquier coureur de jupons qui la raccompagne. Encore lui, on l'avait presque oublié. Y aurait-il quelque intrigue entre Beaufort et Hélène ? Newland en paraît presque jaloux. Lisons. Je craignais que vous n'eussiez oublié l'heure. Beaufort vous a sans doute retardé. Elle prit un air amusé. Que voulez-vous dire ? Avez-vous attendu longtemps ? Mr. Beaufort m'a mené voir un tas de maisons, puisqu'on a décidé que je ne devais pas rester dans celle-ci. Je n'ai jamais vu une ville où l'on ait plus de répugnance à habiter les quartiers excentriques. Quelle importance cela a-t-il ? On m'a dit que cette rue est très convenablement habitée. Elle n'est pas à la mode. À la mode ? Attachez-vous tant d'importance à la mode ? Pourquoi ne pas se faire sa mode à soi ? Peut-être ai-je toujours vécu avec trop d'indépendance ? En tout cas, je veux faire ce que vous faites tous. Je veux sentir de l'affection et de la sécurité autour de moi. Hélène demande conseil à Newland pour se faire accepter dans la société new-yorkaise. En tant qu'individu marginal, Hélène a ses propres idées bien affirmées, mais elle veut rentrer dans le moule. Parce que faire partie d'une communauté, c'est sentir de l'affection et de la sécurité. Et elle voudrait que Newland l'aide et soit son guide. Lisons. Vous m'expliquerez tout, vous me direz tout ce que je dois savoir, continua-t-elle, en s'approchant pour lui offrir une tasse de thé. C'est vous qui m'expliquerez, vous qui ouvrez mes yeux à des choses que je regarde depuis si longtemps que je finis par ne plus les voir. On le voit, Hélène et Newland ont beaucoup à s'apporter mutuellement.
Grâce à Hélène, Newland devient de plus en plus un individu à part entière qui se distingue du reste de la communauté qu'il voit désormais de façon critique. Hélène et Newland sont interrompus dans leur discussion par le duc de Saint-Austrey, un aristocrate anglais de passage qu'Hélène avait rencontré chez les Van der Weyden et qui vient lui rendre visite avec une certaine Mrs. Struthers, une riche bourgeoise qui aimerait rentrer dans la communauté un peu fermée du vieux New York. Une fois sorti de chez Hélène, Archer passe chez le fleuriste. Comme tous les jours, il s'apprête à envoyer un bouquet de fleurs à May, sa fiancée. Il cherche son habituel bouquet de fleurs blanches, de muguet. Mais Newland aperçoit un bouquet de roses jaunes qui l'attire. Lisons. Son premier mouvement fut de les envoyer à May au lieu des muguets. Mais ces fleurs ne seillaient pas à la jeune fille. Elles avaient quelque chose de trop riche, de trop fort dans leur chaud éclat. Presque sans savoir ce qu'il faisait, dans une brusque saute d'humeur, Newland fit signe à la fleuriste de mettre les roses dans un long carton et glissa une carte dans une seconde enveloppe sur laquelle il inscrivit le nom de la comtesse Olenska. Alors, petite analyse ici, oui, vous vous en doutez, Newland est en train de tomber amoureux d'Hélène. Mais ce que je veux commenter, c'est la symbolique des fleurs. Toujours des fleurs blanches pour May, les fleurs de la pureté. Le jaune, par contre, évoque autre chose. Il le pense d'ailleurs, ça évoque quelque chose de fort, de riche, de chaud. Pas quelque chose de conventionnel et comme il faut. Alors dans le langage traditionnel des fleurs, le jaune, c'est aussi la couleur de l'adultère. Bon, on le voit dans la symbolique des couleurs, Hélène passe du noir au jaune pour Archer. Vous devez prêter attention aux couleurs dans le roman, elles sont très symboliques. Mais c'est toujours le blanc. Hélène, c'est le noir, puis le jaune, puis souvent le rouge. On dit ensuite qu'elle s'habille en rouge, elle a un manteau rouge. Le rouge, c'est la couleur de la passion, de la femme fatale. Par ailleurs, la symbolique des fleurs est aussi importante dans le roman. Les Van der Weyden vont eux aussi envoyer des fleurs, un bouquet de courtoisie à Hélène. Ils vont envoyer des œillets qui symbolisent le prestige. Son nom botanique latin, c'est dianthus, soit la contraction de dios, Dieu, et anthos, fleur, en grec ancien. Au chapitre suivant, le chapitre 10, Newland Archer se balade à Central Park avec sa fiancée. Alors il est un peu frustré de la conversation qui reste trop en surface. Il faut dire que l'originalité d'Hélène le pousse à être critique vis-à-vis du moule new-yorkais. On peut lire « Nous sommes tous aussi pareils les uns aux autres que ces poupées découpées dans une feuille de papier plié. Ne pourrions-nous pas être un peu nous-mêmes, mais... » Archer demande à May pourquoi il se prépare à de longues fiançailles et propose par exemple de les raccourcir. Mais May est sur la défensive. « Comme vous m'aimez, Newland, je suis si heureuse. Nous ne pouvons pourtant pas agir comme des amoureux de roman, dit-elle en riant. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Elle parut un peu contrariée de son insistance. Elle sentait très bien que ce qu'il demandait était impossible, mais visiblement, elle ne trouvait pas de raison à lui opposer. Je ne suis pas assez forte pour discuter avec vous, mais ne serait-ce pas, comment dire, mauvais genre, suggéra-t-elle doucement. Elle avait conscience d'avoir énoncé l'argument sans réplique. Avez-vous si peur de paraître mauvais genre? Mais oui, j'en serais fâchée, et vous aussi, ajouta-t-elle, légèrement piquée. Le jour suivant, Archer est d'assez mauvaise humeur. Il est vaguement déprimé, obsédé par l'idée que sa vie sera toujours très monotone. Sa sœur, Janet, vient l'avertir que toute la famille est en émoi car la comtesse Olenska a été aperçue à la soirée organisée par Mrs. Struthers, la riche bourgeoise qui voudrait appartenir à la société très fermée du vieux New York. Faux pas absolu, elle est vulgaire cette Mrs. Struthers, on ne veut pas d'elle dans le vieux New York. Paraît-il que dans ces soirées, les gens dansent de façon libérée sur de la bonne musique. Quelle abomination pour le vieux New York très puritain. Newland Archer n'est pas d'humeur à faire plaisir à sa sœur ou à sa mère, donc il va répondre sèchement. Je ne me soucie pas du tout de m'offrir en holocauste pour expier les crimes de Madame Olenska. Alors le terme d'holocauste est fort, c'est un sacrifice religieux. Il est intéressant ici parce qu'on a bien dans le roman ce sentiment que la communauté du vieux New York a quelque chose de religieux. Il faut obéir à ses décrets, à ses conventions, au risque d'être excommunié, d'être mis au banc de la communauté. Il faut aussi faire des sacrifices. Au chapitre 11, environ 15 jours plus tard, Archer reçoit une demande un peu particulière de son associé dans le cabinet d'avocats dans lequel il travaille. Voyez-vous, le vieil avocat Mr. Letterblair demande à Archer de s'occuper d'une petite affaire sensible qui le concerne un peu, l'affaire Hélène Olenska. La famille Mingot, la famille de May, s'inquiète de la demande de divorce d'Hélène et voilà qu'Archer se retrouve missionné auprès d'Hélène pour tenter de la faire renoncer à son scandaleux projet. Et là, il y a une phrase que je me dois de vous citer parce qu'elle est importante et fait écho au titre du roman. Archer pense que la société du vieux New York est hypocrite et n'est que faussement innocente.
En effet, le vieux New York détourne la tête, ne veut pas voir la détresse d'Hélène, son malheureux passé auprès d'un homme violent, un butor qui allait chez les cocottes. Le vieux New York est cruel, il refuse de donner à Hélène sa liberté et de quoi espérer bâtir un avenir meilleur. Lisons. Elle, c'est-à-dire Hélène, avait dit que Mrs. Whelan désirait qu'elle passât sous silence tout ce qu'il pouvait y avoir de pénible dans son passé. L'innocence de New York n'était-elle donc qu'une simple attitude ? Sommes-nous des pharisiens ? Demanda Archer. Les pharisiens, c'est une nouvelle allusion à la religion, allusion qu'on retrouvait aussi dans une autre œuvre au programme des classes prépa scientifiques cette année, chez Spinoza. Les pharisiens, c'est un groupe religieux juif qui est souvent mentionné dans le Nouveau Testament comme étant un groupe zélé et hypocrite. Il s'agit de fidèles qui sont dans l'ostentation, qui vont à la synagogue pour se faire voir, qui cherchent à paraître pieux, mais qui ne sont pas pieux. Les pharisiens suivent à la lettre les préceptes religieux, verrouillent les rites religieux, mais finalement, ils passent à côté de la vraie religion. Dans l'évangile de saint Matthieu, au chapitre 23, on lit ainsi ces paroles de Jésus. « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez à clé le royaume des cieux devant les hommes. Vous-même, en effet, n'y entrez pas, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Chez Spinoza, on retrouvait les pharisiens notamment dans le passage où Spinoza rappelait que les pharisiens ont demandé la mise à mort de Jésus. C'est à cause de la pression des pharisiens que Ponce Pilate a condamné Jésus à mort. On le voit, l'innocence du titre, l'innocence du temps de l'innocence, est suspecte. Les innocents sont plutôt des pharisiens. Ce roman va sans doute finir par les condamner. Au chapitre 12, Archer rend visite un soir à la comtesse Olenska. Cependant, voilà, il n'est pas le seul à avoir eu cette idée. Beaufort, le riche banquier marié mais frivole, y est déjà. Beaufort se lamente car Hélène a pour projet de partir 3 jours à Squittercliff, la demeure des Van der Weyden, qui ont eu la gentillesse de l'y inviter. Bref, Olenska prend vite congé auprès de Beaufort pour parler plus à son aise avec Archer. Ils parlent un peu d'art, Hélène adore les artistes et regrette qu'on les tienne en marge de la société. Puis, elle explique qu'elle a horreur d'être perçue comme différente. Elle veut devenir comme tout le monde ici, pour reprendre ces termes. Archer lui dit qu'elle ne sera jamais comme tout le monde, et en tant que lecteur, on sait que c'est précisément pour cela qu'il a des sentiments pour elle. On tombe amoureux de la singularité d'un individu, et jamais du moule un peu fade que la communauté nous propose. Ils en viennent enfin à parler du divorce. Archer explique. La société de New York est un monde bien petit auprès de celui où vous avez vécu. Et il est mené, ce petit monde, par quelques personnes qui ont des idées un peu arriérées. Nos idées sur le mariage et le divorce tout particulièrement. Notre législation favorise le divorce, nos habitudes sociales ne l'admettent pas. Archer explique aussi à Hélène que son mari Olenski menace de répandre des bruits horribles sur sa réputation, l'histoire du secrétaire, si elle demande le divorce. Hélène sera donc une paria. Disons, l'individu dans ces cas-là est presque toujours sacrifié à l'intérêt collectif. On s'accroche à toute convention qui maintient l'intégrité de la famille, protège les enfants s'il y en a, divaguait-il, déversant le stock de phrases qui lui venaient aux lèvres dans son intense désir de couvrir l'affreuse réalité que le silence de la jeune femme semblait avoir mis à nu. En fait, comme Hélène ne se défend pas et écoute tous les arguments d'Archer d'un air pensif, Archer se dit qu'Hélène est coupable, qu'elle a effectivement eu une liaison adultère avec le secrétaire, et qu'elle a donc peur des calomnies que son mari répandra. Hélène finit par répondre de façon laconique. Disons, « Je ferai ce que vous désirez », dit-elle brusquement. Alors, c'est assez drôle à analyser. Archer est à côté de la plaque. Il pense qu'Hélène renonce au divorce, si rapidement, par culpabilité pour sa faute, son prétendu adultère avec le secrétaire. Il pense qu'Hélène s'écrase parce qu'elle a peur des calomnies qui viendront. Il ne voit pas que ses propres paroles sont en fait ce qui a motivé Hélène. Citons, « L'individu est presque toujours sacrifié à l'intérêt collectif. » Hélène sait qu'elle est la brebis galeuse de la famille. Par amour pour les siens, elle va se sacrifier, renoncer à sa liberté qu'elle cherche à obtenir par le divorce. Et tout cela pour plaire aux siens, pour plaire à May, aux Mingottes, mais aussi surtout pour plaire à Archer, pour qui elle commence sans doute à avoir des sentiments. Voyez-vous, Archer est son futur cousin par alliance puisqu'il va épouser May. Elle ne veut pas lui faire de mal en ternissant l'image de la famille qu'il va rejoindre. C'est aussi assez drôle de voir qu'Archer en revient toujours à la question de savoir si Hélène est pure ou impure. Hélène a-t-elle eu une liaison adultère ? Les pensées d'Archer tournent toujours autour de cela. Il y a ce doute sur le secrétaire, il y a ce doute sur Beaufort. Archer cherche à mettre Hélène dans une case, l'une des 2 cases possibles, femme pure ou impure. Une femme qui quitte son mari, c'est une femme suspecte, mais c'est une femme qui dérange parce qu'on ne sait plus trop dans quel camp la classer.
C'est assez drôle aussi pour moi la deuxième relecture du roman parce qu'à la fin, le lecteur finira par apprendre la vérité sur l'histoire du secrétaire. Et Archer est en fait complètement à côté de la plaque. Pour le coup, la noire Hélène Olenska, qu'on prend pour une femme impure depuis le début, est plutôt blanche sur sa vie sentimentale. Mais passons à la suite. May est partie en vacances avec ses parents à Saint-Augustin en Floride. Hélène Olenska est elle partie pour Skeeter Cliff. Archer s'ennuie à New York. Il décide donc de rejoindre la femme qui occupe ses pensées. Le voilà qui accepte une invitation chez les Shivers, qui habitent à quelques kilomètres de Skeeter Cliff. Archer croise Hélène au sortir de l'église de Skeeter Cliff dans la neige, accompagnée d'un chien qui gambade autour d'elle. Ils se rendent dans la maison du patroon pour discuter plus à leurs aises. Mais voilà qu'Archer aperçoit Beaufort par la fenêtre. Encore lui. Archer se demande si Hélène n'avait pas cherché à fuir Beaufort en se réfugiant à Skeeter Cliff. Elle n'a pas l'air à l'aise en sa présence, mais Beaufort est persistant. Par ailleurs, Archer se dit que Beaufort et Hélène ont beaucoup en commun. Beaufort connaît beaucoup d'artistes, il a beaucoup de relations à Londres. Peut-être Hélène est-elle attirée par Beaufort. Bref, Archer est quant à lui déçu de comprendre que lui et Hélène ne parlent pas le même langage. C'est ce qu'elle lui a dit d'ailleurs. Archer se met donc à lire les livres qu'Hélène lit pour essayer de la comprendre, et il va lire le dernier livre d'Edmond de Goncourt par exemple. Alors les lectures dans le roman sont intéressantes, puisque les lectures de chaque personnage en disent long sur leur personnalité. Et évidemment, Hélène a des lectures étonnantes, inconnues pour le vieux New York. Edmond de Goncourt, c'est un romancier choquant, qui bousculerait ce vieux monde. Il est assez cru. Archer, qui a vu la bibliothèque d'Hélène, essaie de la comprendre en lisant ses livres. Mais, à titre d'exemple, a des lectures très convenues et très comme il faut. C'est un peu l'inverse des lectures d'Hélène. Elle lit Sonnets from the Portuguese d'Elizabeth Browning. Par ailleurs, si vous ne connaissez pas la poésie d'Elizabeth Browning, allez lire, c'est magnifique. Je vous mets à l'écran l'un de ses poèmes les plus connus, How Do I Love Thee. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce qu'on doit retenir des lectures de May? Eh bien, May lit la littérature britannique puritaine, la littérature victorienne de la période britannique victorienne. C'est une littérature toute mignonne avec des histoires d'amour chaste, platoniques, bien comme il faut. Quand on parle de littérature victorienne, on pense souvent, à tort, à Jane Austen. Jane Austen, elle écrit pendant la Régence, juste avant la période victorienne. Mais c'est vrai que c'est la même idée, des jeunes filles pures et innocentes qui attendent le mariage. Leur vie tourne autour de leur mariage à venir. Pendant la période victorienne, on a cette idée que les jeunes filles doivent être pures, que les femmes doivent être pures. Il y a un poète britannique victorien, Coventry Patmore, qui a écrit un très long poème qui a été un grand succès surtout aux États-Unis, et ce poème, il s'appelle The Angel in the House. Et l'ange dans la maison, c'est l'épouse. Bref, je m'arrête là, vous avez l'idée. Quelques jours après, Archer reçoit un message d'Hélène. Ce message dit « Venez tard demain, il faut que je vous explique ». Archer anticipe la suite, il se dit qu'il est au bord du précipice. Le voilà qui part donc pour Saint-Austin, décidé à plaider auprès de May pour avancer la date du mariage. Archer va avoir pour la première fois, et la dernière fois, une conversation très franche avec May, qui ne comprend pas pourquoi Archer veut hâter leur mariage. Ou plutôt, elle comprend trop bien la situation. Lisons. « Y a-t-il quelqu'un entre vous et moi? Parlons franchement, Newland. J'ai eu le sentiment quelquefois que vous aviez changé envers moi, particulièrement depuis que nos fiançailles sont officielles. Ma chérie, quelle folie! Si c'est une folie, cela ne nous fera aucun mal d'en parler. Et même si c'était vrai, pourquoi n'en parlerions-nous pas? Vous pouvez bien vous être trompé. » Il baissa la tête, regardant l'ombre des feuilles sur le chemin ensoleillé. « Si je m'étais trompé, pourquoi vous supplierais-je de hâter notre mariage? Vous pourriez désirer, une fois pour toutes, trancher la situation. C'est un moyen. Ne croyez pas que les jeunes filles soient aussi ignorantes que l'imaginent leurs parents. On écoute, on observe, on a ses sentiments et ses idées. Longtemps avant que vous vous soyez déclaré, j'ai su que vous vous étiez occupé de quelqu'un. Tout le monde en parlait à Newport il y a 2 ans. Je vous ai vu une fois ensemble sous la véranda, vous et elle, à un bal. » J'arrête ici l'extrait. May n'est pas innocente, elle est inexpérimentée, mais elle n'est pas idiote. En gros, l'innocence est à tort souvent confondue avec la bêtise. Ici, May fait preuve de beaucoup de clairvoyance. Elle dit à Archer qu'il veut hâter le mariage précisément parce qu'il en aime une autre, qu'il a un dilemme entre May et une autre femme, que le mariage est une façon irrémédiable de trancher ce dilemme. Par contre, elle n'a pas compris que cette autre femme est Hélène. Elle pense à une ancienne maîtresse d'Archer. Mais ce qu'elle va dire à Archer est tout à fait juste. Lisons la suite. Quand 2 êtres s'aiment véritablement, je comprends qu'il puisse y avoir des situations qui donnent le droit d'agir contre l'opinion publique. Et si vous vous sentez le moins du monde engagé envers la personne dont nous avons parlé, et s'il y a un moyen de remplir vos engagements, même au prix de son divorce, Newland, n'essayez pas de vous soustraire à votre parole à cause de moi.
Archer va protester, lui dire que tout va bien entre eux et qu'il n'aime que May. Archer va donc mentir, et c'est assez ironique encore une fois parce qu'Archer va adresser à May un reproche qu'il pourrait s'adresser à lui-même. Alors que May persiste à ne pas vouloir avancer la date du mariage, il pense « Elle n'avait que de courage et d'initiative que pour les autres et non pour elle-même ». Archer n'a pas de courage, il n'a pas d'initiative. Il pense que les femmes devraient être libres pour les autres, mais sa femme à lui doit être pure. Il aime Hélène, mais il n'a pas le courage de l'aimer. Il veut suivre les conventions et choisir May. Il dit d'ailleurs à May qu'il admire et partage sa façon de penser, que l'amour doit être au-dessus de l'opinion. Mais Archer n'a pas le courage de braver l'opinion, de sortir du moule du vieux New York. De retour à New York, au chapitre 17, Archer rend visite à la grand-mère d'Hélène et de May. C'est une femme excentrique et marginale, un peu comme Hélène. Elle habite en marge, un coin très malfamé, Central Park. Et elle dit ce qu'elle pense sans filtre, mais elle a des circonstances atténuantes. Voyez-vous, elle est vieille et elle est obèse, deux conditions qui, une fois réunies, indiquent que c'est une femme qui est classée du bon côté. C'est donc une femme bien comme il faut, à l'abri de tout reproche. Bref, Archer et la vieille Mrs. Mingot vont avoir une discussion assez libre. « Il n'y a, parmi tous les miens, que ma petite Hélène qui tienne de moi. » Elle s'interrompit, le regardant toujours de ses yeux clignotants, puis demanda « Pourquoi n'avez-vous pas épousé ma petite Hélène ?» Archer rit. « D'abord parce qu'elle n'était pas là. Ça c'est vrai, c'est bien dommage. Maintenant il est trop tard, sa vie est finie. » Elle parlait avec l'indifférence glacée des vieillards jetant de la terre sur la tombe des jeunes espérances. Si Mrs. Mingot dit que la vie d'Hélène est finie, c'est dans le sens où Hélène ne peut rester dans la bonne société, parmi les femmes pures, que si elle renonce à toute vie sentimentale. Étant séparée de son mari et ne pouvant divorcer, elle doit être considérée comme morte sur le plan amoureux. Archer demande à Mrs. Mingot son aide afin d'avancer la date de son mariage avec May. Puis il croise Hélène qui vient elle-même parler à sa grand-mère. Archer et Hélène se donnent rendez-vous chez elle pour le lendemain. Mais lorsqu'Archer arrive, il tombe sur la tante d'Hélène, la tante Medora. Celle-ci explique à Archer en aparté qu'elle est chargée par Olenski, le mari d'Hélène, de faire les intermédiaires. Olenski veut récupérer sa femme. « J'aimerais mieux la voir morte », s'exclame alors Archer. Medora explique alors que la position d'Archer est tout aussi indéfendable que la sienne. Certes, Olenski est un mauvais mari, mais laisser Hélène vivre dans la durée séparée de son mari, c'est la pousser vers le choix de l'adultère. Et Archer n'a rien à répondre à cela. Une fois laissés seuls, Archer et Hélène vont enfin avoir la discussion qu'on attendait impatiemment, la déclaration d'amour. Archer prend la main d'Hélène, qui se dégage avec dégoût. « Ah non, pas cela, ne me faites pas la cour. On me l'a faite trop souvent, dit-elle en fronçant les sourcils. » Archer pâlit et se leva aussi. C'était la plus cruelle rebuffade qu'elle eût pu lui infliger. « Il ne s'agit pas de vous faire la cour. La femme que j'aurais voulu épouser, si cela avait été possible, c'est vous, voilà. » Elle le regarda avec un étonnement profond. « Et c'est vous qui dites cela, vous qui avez rendu la chose impossible, s'écria-t-elle. À son tour, il la regardait avec stupeur. « Moi » balbutia-t-il. « Vous » cria-t-elle, ses lèvres tremblantes comme celles d'un enfant prêt à fondre en larmes. « N'est-ce pas vous qui m'avez fait renoncer à ce divorce ? C'est vous qui m'avez fait comprendre qu'on doit se sacrifier pour préserver la dignité du mariage, pour épargner à sa famille un scandale. Et parce que ma famille allait devenir la vôtre, pour May et pour vous, j'ai fait ce que vous m'avez demandé, ce que vous m'avez affirmé que je devais faire. » Elle eut un éclat de rire convulsif. « Ce n'est un secret pour personne que j'ai fait cela pour vous. » Archer comprend que les menaces d'Olenski, celles des calomnies de l'histoire avec le secrétaire, n'étaient que des paroles en l'air. Hélène lui raconte qu'elle n'avait rien à craindre pour sa réputation. Elle a renoncé au divorce seulement pour faire plaisir à Archer. Archer lui dit qu'il l'aime, ils s'embrassent. Archer lui dit qu'il n'est pas trop tard, qu'elle peut divorcer, qu'ils peuvent être heureux. Mais Hélène fait marche arrière. « Ah, mon pauvre Newland, cela devait arriver, mais cela ne change absolument rien. » Ou encore « Il est trop tard pour agir autrement. » Après tout, Archer va se marier. Hélène essaie de faire comprendre à Archer son sentiment, pourquoi elle l'aime et pourquoi elle renonce à lui. Hélène est arrivée à New York comme une Européenne, portée par le rêve américain. Elle pensait y trouver la liberté, mais s'est rendue compte qu'il s'agissait d'une société finalement répressive. Elle pensait que tout le monde l'aimait et n'a pas compris tout de suite qu'elle était jugée. Il n'y a qu'Archer qui l'a comprise. Lisons. Je ne me rendais compte de rien. New York représentait simplement la paix et la liberté. Je rentrais chez moi. J'étais si contente de m'y retrouver. J'avais l'impression en arrivant ici que tout le monde était pour moi plein de bienveillance, heureux de me voir. Cependant, personne ne semblait me comprendre comme vous. Personne ne me donnait d'aussi bonnes raisons pour faire ce qui, au premier abord, me révoltait comme inutile et difficile. Les gens trop sages ne me convainquent pas. Ils n'ont jamais été tentés. Mais vous, vous compreniez.
Vous saviez comment la vie vous tire à elle avec ses mains tentatrices, et pourtant vous haïssiez les concessions qu'elle suggère. Vous haïssiez la jouissance achetée au prix du mensonge, de la cruauté, de l'indifférence. Jamais je n'avais connu personne qui vous ressemblât, qui fût aussi loyal, aussi généreux. Ne détruisons pas ce qui est votre œuvre, s'écria-t-elle. Je ne peux pas revenir aux manières de penser que j'avais avant vous. Je ne peux vous aimer que si je renonce à vous. On le voit, finalement, ce qu'Hélène aime chez Archer, c'est sa noblesse, le fait qu'il sacrifie l'intérêt personnel au bien commun. Que l'intérêt personnel, la jouissance, ne s'achète pas au prix du mensonge, de la cruauté ou de l'indifférence, pour reprendre le texte. Archer la comprend parce qu'il a des désirs personnels en tant qu'individu, mais il a appris le sens du collectif et le sens du sacrifice. Bref, c'est super triste et très frustrant parce que dès le paragraphe suivant, Edith Wharton nous annonce qu'un télégramme vient d'arriver. Parents consente mariage mardi de Pâques à midi, Grace Church, 8 demoiselles d'honneur. Veuillez voir pasteur, si heureuse, tendrement, mais. Voilà qu'Archer se marie dans 6 semaines. Et c'est sur cette accélération de l'intrigue qu'Edith Wharton clôt la première partie de son roman, et que je vais clore cette partie de ma série vidéo sur le temps de l'innocence. Abonnez-vous si vous voulez la suite. J'essaierai d'aller plus vite dans le résumé et de développer les points d'analyse qu'il me reste à analyser. J'ai par exemple beaucoup à dire sur le personnage de May. Dès que la vidéo sera disponible, je la ferai apparaître juste ici. Et en attendant, n'hésitez pas à liker et à commenter parce que ça me fait toujours énormément plaisir. À très vite!